Mon patron a refusé de me laisser assister à l'accouchement de ma femme, et je l'ai serré dans mes bras en lui disant « Merci ». Les contractions de Miranda étaient espacées de 8 minutes lorsqu'elle m'a appelé à 14h14 pour me dire que je devais me rendre à l'hôpital immédiatement. J'ai attrapé mes clés et mon ordinateur portable lorsque mon responsable, Dominique, m'a intercepté à l'ascenseur. La présentation Thornton commençait dans 15 minutes et il m'avait spécifiquement demandé comme chef de file. Un contrat de 2 millions de dollars était en jeu. Le visage de Dominique était de pierre, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux quand je lui ai parlé de Miranda. Demande à Johnson de me remplacer. Ma femme est en train d'accoucher de notre bébé. J'ai appuyé de manière répétée sur le bouton de l'ascenseur. Dominique a secoué la tête. Il a dit que Thornton s'en irait si je ne me présentais pas. Le bonus trimestriel de toute l'équipe dépendait de cet accord. Il a promis que ce serait rapide, 2 heures maximum. Le travail de Miranda pour son premier enfant avait duré 14 heures. J'aurais donc amplement le temps. Les mensonges ont commencé immédiatement. Thornton avait amené toute son équipe au lieu de seulement 2 personnes. La salle de conférence s'est remplie de cadres posant des questions détaillées sur les calendriers de mise en œuvre et l'allocation des ressources. Mon téléphone vibrait constamment dans ma poche. 7 minutes d'intervalle, 6 minutes, 5. J'ai commencé à parler plus vite pour enchaîner les diapositives. J'ai écourté mes explications habituelles et j'ai sauté les démonstrations interactives. L'équipe de Thornton a semblé confuse par le rythme précipité, mais j'ai continué. Quand ils posèrent des questions, je donnais des réponses rapides au lieu de mes réponses détaillées habituelles. Dominique essayait de donner plus de détails, mais je le coupais, frustré, et n'ayant toujours aucune idée que le fait d'être retenu ici était la meilleure chose qui ne me serait jamais arrivée. J'ai passé 3 diapositives à la fois. À 16h01, les contractions étaient espacées de 3 minutes d'après les SMS de Miranda. Elle me suppliait de venir. Sa sœur arrivait en voiture d'un endroit situé à 2 heures de là, mais risquait de ne pas arriver à temps. J'ai essayé de conclure, mais le directeur financier de Thornton avait des inquiétudes concernant la structure de paiement. Dominique a maintenu la discussion chaque fois que j'essayais de partir. Nous devons répondre à toutes les préoccupations aujourd'hui. Sinon, ils s'en vont, a chuchoté Dominique pendant une pause. Quand je lui ai dit que ma femme était littéralement en train d'accoucher, il a posé sa main sur mon épaule et a dit « Je sais, fais-moi juste confiance ». J'étais confus. Savait-il quelque chose sur le travail de ma femme que j'ignorais? Quoi qu'il en soit, juste après la pause, j'ai pris une décision. J'ai commencé à accepter toutes les demandes de l'équipe de Thornton. J'ai réduit notre marge bénéficiaire pour conclure plus rapidement. J'ai ajouté des heures de mise en œuvre gratuites. Tout ce qu'il fallait pour obtenir des signatures maintenant. Les yeux de Dominique se sont écarquillés, mais je m'en fichais. Si vous signez aujourd'hui, nous inclurons le package platine, habituellement 50 000 de plus. J'ai fait glisser le contrat sur la table. L'équipe de Thornton a échangé des regards. Ils savaient que j'étais désespéré, mais ne pouvaient pas résister aux offres. Ils ont commencé à signer des pages tandis que leur avocat s'affairait à documenter les nouvelles conditions. J'ai fait les 100 pas près de la fenêtre, observant la circulation s'intensifier sur l'autoroute, calculant les temps de trajet jusqu'à l'hôpital. À 17h23, Miranda a arrêté d'envoyer des SMS. Le silence était pire que les messages constants. Soit elle était trop avancée dans le travail, soit quelque chose avait mal tourné. Dominique continuait de regarder mon téléphone comme s'il cherchait quelque chose. Mes mains tremblaient en signant les pages tandis que l'avocat de Thornton expliquait des termes que je n'assimilais pas. J'ai envoyé un SMS à la sœur de Miranda pour lui demander des nouvelles. Rien. J'ai appelé l'hôpital, mais ils ne pouvaient pas donner d'informations par téléphone. J'ai commencé à faire des erreurs dans les documents. Mauvaise date, signatures illisibles. J'ai dû refaire des pages pendant que de précieuses minutes s'écoulaient. Dominique a remarqué ma panique et a pris en charge la présentation. Il a géré les objections en douceur pendant que j'étais assis là, imaginant Miranda seule à l'accouchement. Le bébé arrivant trop vite. Des complications dues à une prématurité. Toutes les choses qui pouvaient mal tourner sans moi pour prendre des décisions. Il ne manque plus que ces derniers formulaires notariés. L'avocat de Thornton a sorti d'autres documents. J'ai craqué. J'ai claqué ma main sur la table et j'ai dit que nous pouvions nous occuper des notaires demain. Ma femme est en train d'accoucher en ce moment même. Thornton lui-même s'est levé et a dit à son équipe qu'ils en avaient assez pour aujourd'hui. Il m'a serré la main et a dit « La famille passe avant tout ».
Dominique est devenu pâle, essayant d'interrompre avec des détails techniques, comme s'il essayait délibérément de m'empêcher de partir. Mais pourquoi voudrait-il que j'arrive en retard à la naissance de mon propre enfant? Il était 18h47 lorsque nous avons finalement conclu l'accord. L'équipe de Thornton voulait faire la fête, mais je courais déjà vers la porte. Dominique m'a rattrapé dans le parking souterrain et a insisté pour me conduire. Il a dit que j'étais trop ému pour conduire en toute sécurité. J'étais trop désespéré pour argumenter. Le trajet a pris 23 minutes dans la circulation aux heures de pointe. Dominique n'arrêtait pas de prendre de mauvais virages qui ajoutèrent du temps. Il a raté la sortie de l'hôpital et a dû faire demi-tour. Il a trouvé la place de parking la plus éloignée de l'entrée. Chaque retard semblait délibéré, comme s'il faisait cela exprès. « Dépose-moi juste aux urgences. » J'ai attrapé le volant. « Construction. Il faut contourner. » Dominique était resté incroyablement calme. J'ai essayé de rappeler Miranda. Directement sur messagerie vocale. Sa sœur m'a finalement répondu par SMS. « À l'hôpital, bébé arrive vite. » Complication. Ce seul mot m'a rendu physiquement malade. J'ai exigé que Dominique me laisse sortir pour que je puisse courir. Il m'a ignoré et a continué à conduire lentement. J'ai finalement sauté de la voiture à un panneau stop et j'ai couru. J'ai sprinté à travers l'entrée de l'hôpital. J'ai pris les escaliers au lieu d'attendre les ascenseurs. J'ai franchi les portes de sécurité, déclenchant des alarmes. L'aile de travail et d'accouchement était le chaos quand je suis arrivé à 19h19. Des infirmières passaient en courant avec de l'équipement. Des moniteurs bipaient. J'ai donné le nom de Miranda au bureau, et l'expression de l'infirmière a changé. Elle a appelé un médecin qui est apparu en quelques secondes. « Nous devons parler de l'accouchement de votre femme. » Le médecin m'a guidé dans un couloir loin du chaos. Nous sommes entrés dans une petite salle de consultation avec 2 chaises et un bureau. Elle a fermé la porte et s'est présentée comme le docteur Helena Gates. Elle m'a dit de m'asseoir, mais je suis resté debout. Mes jambes étaient faibles, mais m'asseoir semblait impossible. Le docteur Gates m'a expliqué que Miranda était entrée en travail actif vers 16h100, les contractions s'accélérant beaucoup plus vite que prévu. Le rythme cardiaque du bébé a commencé à chuter vers 17h30. Ils l'ont surveillé pendant 15 minutes, mais il continuait de baisser. La souffrance fœtale signifiait qu'ils devaient pratiquer une césarienne d'urgence immédiatement. Ils ont effectué la chirurgie à 17h45. Miranda était sous sédatif et se rétablissait dans une autre unité. Notre fils Grayson est né prématuré et avait besoin d'une assistance respiratoire. Il était à l'UCN, unité de soins intensifs néonatales, sous machine CPAP, mais son état était stable. J'ai traité la chronologie dans ma tête. 16h, c'est quand j'étais encore dans la salle de conférence, pressant les diapositives. 17h30, c'est quand l'avocat de Thornton sortait d'autres formulaires à faire noter. 17h45, c'est quand je signais les dernières pages avec des mains tremblantes. J'ai tout manqué. Le Dr Gates a continué à parler et je me suis forcé à me concentrer. Elle m'a expliqué les détails médicaux. Les contractions de Miranda s'étaient accélérées beaucoup plus rapidement que pour les premiers accouchements typiques. Le bébé est arrivé si vite que même si j'étais parti à 16h, j'aurais pu manquer l'accouchement lui-même. Mais j'aurais pu être là pour Miranda pendant la prise de décision. J'aurais pu lui tenir la main lorsqu'ils lui ont parlé de la souffrance fœtale. J'aurais pu être dans la pièce lorsqu'ils l'ont emmenée en chirurgie. Au lieu de cela, elle a fait face à tout cela seule pendant que je me disputais sur des structures de paiement. Le Dr Gates a mentionné quelque chose d'étrange. Elle a dit que l'hôpital avait reçu plusieurs appels téléphoniques de quelqu'un s'identifiant comme appelant de mon lieu de travail. L'appelant s'est renseigné sur l'état de Miranda et si ma présence était nécessaire pour le consentement aux procédures d'urgence. Les appels ont été enregistrés, mais aucune information médicale n'a été divulguée en raison des règles de confidentialité. J'ai demandé à quelle heure les appels étaient arrivés. Le Dr Gates a vérifié ses notes et a dit entre 16h30 et 17h15. Quelqu'un de mon bureau appelait l'hôpital pour suivre le travail de Miranda. Le Dr Gates m'a laissé dans la salle de consultation et m'a dit qu'une travailleuse sociale viendrait me chercher bientôt. Je me suis enfin assis et j'ai sorti mon téléphone. 3 appels manqués du numéro de Miranda. 2 messages vocaux que je ne pouvais pas me résoudre à écouter. Une femme a frappé et est entrée sans attendre de réponse. Elle s'est présentée comme Rosa Greer, de l'équipe de travail social de l'UCN. Elle portait un dossier épais rempli de formulaires et de documents de consentement.
Rosa m'a tout expliqué avec une patience attentive. Les heures de visite pour les parents de Lucine, les exigences de lavage des mains qui étaient plus strictes que le protocole hospitalier habituel, à quoi s'attendre du séjour probable de 2 semaines de Grayson, comment lire les moniteurs, ce que signifiaient les différentes alarmes, quand je pourrais le tenir. J'ai signé des formulaires avec des mains qui ne cessèrent de trembler. Ma signature ne ressemblait en rien à mon écriture habituelle. Rosa a expliqué les protocoles de soins aux nourrissons prématurés et les horaires d'alimentation. Elle a parlé des jalons de développement et des rendez-vous de suivi. Rien de tout cela ne semblait réel. Rosa m'a demandé si j'étais prêt à voir Grayson. J'ai hoché la tête, car que pouvais-je faire d'autre? Elle m'a conduit à travers d'autres couloirs jusqu'à l'entrée de Lucine. Nous nous sommes arrêtés à un lavabo où elle m'a montré la bonne technique de lavage des mains. Savon jusqu'au coude. Frotter pendant 2 minutes complètes. Utiliser l'essuie-tout pour fermer le robinet. Lucine était plus calme que ce à quoi je m'attendais. Des bips doux des moniteurs, des voix chuchotées des infirmières. Rosa m'a amené à une couveuse dans le coin. Elle m'a dit que c'était Grayson. J'ai regardé à travers le plastique transparent mon fils pour la première fois. Il était si petit, plus petit que ce que j'imaginais qu'un bébé pouvait être. Un masque CPAP couvrait la majeure partie de son visage. Des fils de surveillance attachés à sa poitrine avec des fils fins. Une ligne 4 passait dans sa main incroyablement minuscule. Sa peau semblait presque transparente. Je pouvais voir les veines en dessous. Sa poitrine montait et descendait avec des respirations rapides. La culpabilité m'a frappé si fort que j'ai dû agripper le bord de la couveuse pour rester debout. C'était mon fils, et je n'étais pas là quand il est né. Je n'étais pas là quand Miranda avait besoin de moi. J'étais dans une salle de conférence, offrant des marges bénéficiaires pour conclure un accord plus rapidement. Rosa m'a touché doucement le bras et m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que je voulais. Elle m'a laissé seul avec Grayson. Je suis resté là à le regarder respirer, comptant chaque petite montée et descente de sa poitrine. Les moniteurs bipaient régulièrement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à la sœur de Miranda, demandant comment Miranda allait pendant l'accouchement. La réponse est arrivée en 1 minute. On se parlera plus tard. La froideur de ces 3 mots m'a tout dit. Miranda avait raconté combien de temps il m'avait fallu pour arriver ici, comment j'avais choisi une réunion plutôt que d'être présent pour la naissance de notre bébé. La colère de sa sœur transparaissait clairement, même dans un court SMS. J'ai ensuite essayé de voir Miranda. J'ai demandé à une infirmière au poste de Lucine où se trouvait l'unité de récupération. Elle a vérifié son ordinateur et a dit que Miranda était encore fortement sous sédatif à cause de la procédure d'urgence. Elle m'a suggéré de revenir dans quelques heures et de me concentrer plutôt sur le lien avec Grayson. Je suis retourné à la salle d'attente familiale de Lucine. Rosa avait mentionné les journaux d'appel de l'hôpital. J'ai demandé au bureau d'accueil si je pouvais voir les registres des appels entrants demandant des nouvelles de Miranda. La réceptionniste a vérifié auprès de sa superviseure et a imprimé une feuille de journal d'appel. 3 appels de mon numéro de bureau principal. Le premier à 16h32, demandant si Miranda Carson était admise et si le père devait être présent pour les décisions d'urgence. Le deuxième appel à 16h47, demandant une mise à jour sur son état. Le troisième appel à 17h14, posant les mêmes questions à nouveau. J'ai fixé l'horodatage de 16h47. C'était pendant la pause de la salle de conférence. Dominique m'avait pris à part dans le couloir. Il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit que nous devions répondre à toutes les préoccupations aujourd'hui ou Thornton s'en irait. Il était au téléphone pendant cette conversation. Je me suis souvenu qu'il regardait l'écran, puis me regardait. Maintenant, je comprenais ce qu'il vérifiait. Il suivait l'évolution du travail de Miranda pour calculer exactement combien de temps il pouvait me retenir dans cette réunion. J'ai envoyé un simple message à Dominique. « Pourquoi as-tu appelé l'hôpital pendant le travail de Miranda ?» Sa réponse est arrivée immédiatement. « Je vérifiais juste si tu avais le temps de terminer la présentation. Je voulais m'assurer que l'équipe médicale avait les coordonnées si elle avait besoin de toi urgemment. » Le ton désinvolte de sa réponse m'a donné la chair de poule. Il traitait l'urgence médicale de ma femme comme un calendrier de projets à gérer. J'ai supprimé les SMS, j'ai fixé l'écran de mon téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis je me suis rendu au bureau administratif de l'hôpital au 2e étage. La femme au bureau portait des lunettes de lecture sur une chaîne et une tasse à café sur laquelle était écrit « Meilleure maman du monde ».
J'ai expliqué que je devais commencer les formalités de la loi sur le congé familial et médical, FMLA, pour le séjour de mon fils à l'USIN et le rétablissement de ma femme. Elle a tapé sur son ordinateur pendant 1 minute, a demandé mon numéro d'identification d'employé et le nom de l'entreprise. Elle a tapé encore. Son visage a légèrement changé et elle a pris son téléphone, a appelé quelqu'un nommé Rosa, qui est arrivé 5 minutes plus tard avec un dossier. Rosa avait des yeux gentils et portait des blouses avec de minuscules ours en peluche imprimés dessus. Elle a demandé si nous pouvions parler dans une salle de consultation privée. Nous nous sommes assis à une petite table et elle a ouvert le dossier. Elle m'a demandé si j'avais déposé des formulaires FMLA préliminaires lorsque je savais que la date d'accouchement de ma femme approchait. J'ai dit non. Je pensais que je pouvais juste commencer les formalités quand le bébé arriverait. Rosa a hoché la tête lentement et a expliqué que sans formulaire préliminaire, il n'y avait pas de congé protégé en place. Ma sécurité d'emploi dépendait entièrement de la volonté de mon employeur de m'accorder du temps libre. Elle a utilisé l'expression « bonne volonté de votre employeur ». J'ai senti le sol s'ouvrir sous moi. J'ai demandé ce que cela signifiait concrètement. Rosa a dit que cela signifiait qu'il pouvait m'exiger de retourner au travail immédiatement ou faire face à un licenciement. Il pouvait refuser les demandes de congé. Il pouvait compter toute absence comme non excusée. Elle a dit « Beaucoup d'employeurs sont compréhensifs face aux urgences familiales, mais légalement, ils n'y sont pas obligés. » Les mots donnaient l'impression d'être au bord d'une falaise sans rien à quoi s'accrocher. Mon téléphone a vibré dans ma poche pendant que Rosa parlait. Je l'ai ignoré. Elle expliquait les options de dépôt rétroactif de la FMLA, mais a dit que cela nécessitait la coopération de l'employeur. Le bourdonnement a continué 3 fois. 4. Rosa s'est arrêtée et a suggéré que je vérifie si c'était important. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vu la discussion de groupe de l'équipe exploser de messages. 17 nouvelles notifications. Je l'ai ouvert et me suis immédiatement senti malade. Tout le monde célébrait la clôture de l'accord Thornton. Marc a posté un gif de personnes jetant de l'argent en l'air. Sarah a écrit qu'elle planifiait déjà comment dépenser son bonus trimestriel. 3 personnes discutaient de prendre des jours de vacances qu'elles avaient reportés. Johnson a dit que c'était exactement la victoire dont l'équipe avait besoin après les chiffres difficiles du dernier trimestre. L'excitation de leur message m'a retourné l'estomac. Ils n'avaient aucune idée de ce que cette réunion m'avait coûté. Aucune idée que j'avais été piégé là-bas pendant que Miranda subissait une chirurgie d'urgence seule. J'ai fait défiler message après message de célébration et je me suis senti physiquement mal. J'ai dû mettre la conversation en sourdine avant de taper quelque chose que je ne pouvais pas retirer. J'ai posé mon téléphone face contre table. Rosa me regardait avec inquiétude, a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien et je lui ai demandé de continuer à expliquer la situation FMLA. Elle a passé en revue les étapes que je devrais suivre. Formulaire de certification médicale, procédure de notification de l'employeur, option d'appel s'ils refusèrent la couverture. Mon téléphone a vibré à nouveau. Son de notification différent. Message vocal. Je l'ai pris et j'ai vu qu'il venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai vérifié le message vocal et j'ai entendu la voix de Wolf. C'était le directeur financier de Thornton, celui qui avait posé toutes les questions sur la structure de paiement cet après-midi-là. Son message me remerciait pour la discussion prolongée et productive et disait qu'il appréciait mes réponses approfondies à leurs préoccupations. Puis il a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il a mentionné que Dominique avait spécifiquement demandé qu'il prenne 30 minutes de plus pour examiner en profondeur les objections pendant la session de l'après-midi. Il a dit que Dominique jugeait important d'aborder chaque détail avant d'aller de l'avant. Wolf semblait légèrement confus quant à la nécessité de cela, puisque son équipe était prête à signer plus tôt, mais il m'a remercié à nouveau et a dit qu'il avait hâte de travailler ensemble. J'ai écouté le message 2 fois pour m'assurer que j'avais bien entendu. Dominique leur avait demandé de prendre plus de temps, avait délibérément prolongé la réunion au-delà de ce que le client voulait. La confirmation s'est posée dans ma poitrine comme un poids. Rosa parlait toujours de paperasse, mais je n'assimilais plus ses mots. Je l'ai remerciée et j'ai dit que je devais aller voir ma femme. Elle m'a remis des formulaires à remplir et m'a dit de les rapporter quand je serais prêt. J'ai marché à travers les couloirs de l'hôpital en me sentant engourdi. J'ai vérifié l'heure et il était presque 23 heures. 9 heures depuis mon arrivée. 9 heures depuis que j'avais manqué tout ce qui comptait. Une infirmière m'a arrêté devant la chambre de récupération de Miranda
et a vérifié son dossier. Elle a dit que Miranda s'était réveillée il y a environ 20 minutes et me demandait. L'expression de l'infirmière était prudente et neutre d'une manière qui me rendait nerveux. Elle a ouvert la porte et m'a fait signe d'entrer. Miranda était appuyée sur des oreillers, l'air épuisé et pâle. Ses cheveux étaient tirés en arrière de manière désordonnée et elle avait une IV dans sa main gauche. Quand elle m'a vu, son visage s'est froissé. Des larmes ont commencé immédiatement, mêlées de quelque chose qui ressemblait à de la colère. Elle a demandé où j'étais, pourquoi cela avait pris si longtemps. Sa voix s'est brisée sur les mots. Je suis resté là sans réponse qui ne ressemble pas à une excuse. J'ai ouvert la bouche et l'ai refermée. Elle a attendu. J'ai finalement dit la vérité essentielle. J'ai dit que j'étais resté trop longtemps en réunion parce que mon responsable m'avait convaincu que j'avais le temps et que j'avais eu tort. Les mots sonnaient creux même en les disant. Miranda m'a fixé pendant un long moment, puis a demandé si j'avais choisi le travail plutôt que d'être là pour elle. Le silence avant que je ne réponde lui a tout dit. Je pouvais le voir dans ses yeux, la façon dont ils sont passés de confus et blessés à quelque chose de plus dur. Elle a détourné son visage de moi vers la fenêtre, a dit qu'elle avait eu besoin de moi pendant le moment le plus effrayant de sa vie, et je n'étais pas là. Sa voix était maintenant plate, contrôlée. Elle a dit que l'équipe médicale n'arrêtait pas de demander s'il devait attendre son mari, s'il devait retarder la procédure d'urgence. Elle a dû leur dire de faire tout ce qui était nécessaire parce qu'elle ne savait pas où j'étais, ni quand j'arriverais. Elle a dû prendre la décision seule pendant qu'il lui disait que le rythme cardiaque du bébé chutait. J'ai essayé d'expliquer les retards de Dominique et les appels téléphoniques suspects. J'ai commencé à lui parler des journaux d'appel de l'hôpital et du message vocal de Wolf. Miranda m'a coupé. Elle a dit que la raison n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est que j'avais fait le choix de rester dans cette salle de conférence, même après que ces contractions aient été espacées de 3 minutes. Elle a dit que j'avais choisi de croire Dominique au lieu de faire confiance à mon propre jugement sur ce dont ma femme avait besoin. Elle avait raison. La vérité de cela s'est posée dans ma poitrine comme une pierre, lourde et inébranlable. J'avais fait ce choix. Chaque minute passée dans cette pièce était un choix. Chaque fois que je regardais mon téléphone et continuais de parler des calendriers de mise en œuvre était un choix. Dominique avait manipulé la situation, mais je l'avais laissé faire. Je suis resté là, à côté de son lit, sans rien dire qui puisse arranger les choses. Miranda a fermé les yeux et a dit qu'elle était fatiguée, m'a demandé de partir pour qu'elle puisse se reposer. Je voulais rester, mais elle s'est détournée de moi, et j'ai su que je n'avais pas le droit d'insister. Je suis retourné dans le couloir et je suis resté là, à respirer. Je suis retourné à la salle d'attente familiale de Lucine et j'ai trouvé une chaise inconfortable dans le coin. Je me suis assis et j'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'état de Grayson sur le portail des parents. Ses niveaux d'oxygène étaient stables, son rythme cardiaque régulier. J'ai rangé mon téléphone et je suis resté assis à regarder le couloir. D'autres parents allaient et venaient, certains pleurant, d'autres semblant engourdis. Vers 2 heures du matin, un couple est sorti de Lucienne, se tenant l'un l'autre et sanglotant. J'ai détourné le regard, j'ai passé le reste de la nuit dans cette chaise, écoutant les sons de Lucienne, bips et alarmes des moniteurs, voix calmes des infirmières faisant leur ronde. Chaque alarme accélérait mon cœur, me faisait penser que quelque chose n'allait pas avec Grayson. Je vérifiais mon téléphone et voyais que ses statistiques étaient bonnes. Mais la peur ne disparaissait pas. Je suis resté assis là dans le noir, réalisant que ce sentiment d'impuissance et de peur était ce que Miranda avait ressenti seule pendant que je faisais une présentation sur les termes du contrat. Elle a traversé tout cela seule, a pris des décisions impossibles seule, a affronté ses pires peurs seule parce que je n'étais pas là. J'ai regardé le ciel commencer à s'éclaircir par les fenêtres vers 5h du matin. Mon téléphone a vibré à exactement 6h du matin avec une notification par email. Warren Huff des RH. L'objet disait « Félicitations et discussions sur le contrat Thornton ». Je l'ai ouvert et j'ai vu une joie corporative qui semblait obscène. Warren m'a félicité pour le bébé et a dit qu'il espérait que tout le monde allait bien. Puis il a demandé de planifier un bref débriefing sur le processus et le calendrier du contrat Thornton. Il a dit que c'était une procédure standard, après les accords majeurs de revoir ce qui s'était bien passé et d'identifier les opportunités d'amélioration. Il voulait organiser un appel plus tard dans la semaine,
Le message me semblait mal à tous les niveaux. Comme quelqu'un qui pose des questions sur les objectifs trimestriels lors de funérailles, mais je l'ai reconnu comme une procédure commerciale normale, le genre de choses qui arrivent indépendamment des circonstances personnelles. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé mon téléphone et regardé les infirmières changer de car devant les portes de Lucine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rouvert l'email de Warren. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer que je comprenais ce qu'il demandait vraiment. Puis j'ai commencé à taper une réponse juste là dans la chaise de la salle d'attente. J'ai gardé le langage direct mais professionnel. J'ai dit à Warren que je devais prendre un congé familial immédiat à partir d'aujourd'hui. J'ai expliqué que mon fils était à Lucine et que ma femme se remettait d'une chirurgie d'urgence. Puis j'ai ajouté un paragraphe concernant mes préoccupations concernant l'ingérence de mon responsable dans ma capacité à me rendre à l'hôpital pendant une urgence médicale. J'ai dit que j'avais de la documentation sur la chronologie et les circonstances qui m'avaient empêché d'être présent pendant l'accouchement. J'ai mis mon adresse e-mail personnelle en copie du message, au cas où j'aurais besoin de la trace écrite plus tard. J'ai cliqué sur envoyer à 6h23 du matin et j'ai immédiatement commencé à rassembler des preuves avant de perdre mon sang-froid. J'ai parcouru mes SMS avec Miranda et j'ai pris des captures d'écran de chacun avec les horodatages visibles. J'ai commencé à 14h14 quand elle a appelé pour la première fois et j'ai continué jusqu'à ce qu'elle arrête d'envoyer des SMS à 17h23. La progression était brutale à regarder. 8 minutes d'intervalle, 6 minutes, 3 minutes. Ces messages devenaient plus effrayés et désespérés pendant que je restais dans cette salle de conférence. J'ai trouvé le ticket de parking souterrain dans mon portefeuille et j'ai pris une photo montrant que je suis parti à 18h47. J'ai trouvé les SMS de Dominique et j'ai également pris des captures d'écran. Ses vérifications désinvoltes pendant la réunion demandant comment les choses se passaient, son offre de me conduire que je réalisais maintenant était une question de contrôle. J'ai ouvert mon email et j'ai trouvé le fil de message avec Rosa d'hier où elle mentionnait les journaux d'appel de l'hôpital. Je lui ai envoyé un message lui demandant si je pouvais accéder à ces registres pour ma propre documentation. Elle a répondu en quelques minutes, disant qu'elle les imprimerait pour moi. À 7h30 du matin, j'avais un dossier sur mon téléphone avec tout organisé par horodatage. La preuve rendait le ralentissement délibéré de Dominique complètement clair. Le Dr Gates est arrivé pendant les rondes du matin et m'a vu assis dans la salle d'attente entouré d'écrans de téléphone et de notes. Elle a demandé si j'allais bien et j'ai dit que j'étais en train de compiler de la documentation professionnelle. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle voulait m'expliquer le processus de décision de la césarienne d'urgence puisque j'avais manqué l'explication initiale. Nous sommes allés dans une salle de consultation tranquille et elle a affiché le dossier de Miranda sur une tablette. Elle a expliqué que lorsque la souffrance fœtale se produit comme ce fut le cas avec Grayson, ils n'attendent pas le consentement du conjoint car les minutes comptent pour l'oxygène cérébral du bébé. Le rythme cardiaque a chuté soudainement vers 17h30 et Miranda était au bloc opératoire en 15 minutes. Elle a dit « Même si j'avais quitté le bureau à 16h, j'aurais probablement manqué l'accouchement lui-même, mais j'aurais pu être là pour Miranda pendant le processus de prise de décision effrayant. » L'explication m'a fait me sentir légèrement moins coupable de ne pas avoir été là pour signer des formulaires, mais cela n'a pas touché la culpabilité que Miranda ait fait face seule. Le Dr Gates a été douce, mais honnête, a dit que Miranda avait été terrifiée et m'avait demandé à plusieurs reprises. Vers 9h du matin, la sœur de Miranda est finalement arrivée à l'hôpital. Je l'ai vue sortir de l'ascenseur et se diriger directement vers la chambre de Miranda, sans me reconnaître dans le couloir. 10 minutes plus tard, elle est sortie et a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous nous sommes dirigés vers un coin tranquille près de la chapelle de l'hôpital et elle a croisé les bras. Elle m'a dit qu'elle avait appelé mon bureau vers 16h15 lorsque les contractions de Miranda devenaient vraiment sérieuses. Elle a dit qu'elle avait été transférée à quelqu'un nommé Dominique, qu'il avait assuré que j'étais en train de gérer les choses et que je partirais dès que la réunion avec le client serait terminée. Sa voix était froide et en colère. Elle a dit que Dominique lui avait dit que la réunion serait rapide et que je serais à l'hôpital bien avant que quelque chose de critique ne se produise. Je me suis senti malade. J'ai demandé si elle avait toujours le journal d'appel sur son téléphone. Elle l'a sorti et me l'a montré. Il y avait l'horodatage, 16h15. Le nom de Dominique dans ses notes depuis qu'il s'était identifié. Elle a dit qu'il avait l'air très confiant et professionnel. Il lui a dit que ses premiers bébés prenaient toujours une éternité de toute façon et que j'aurais amplement le temps.
Le mensonge calculé a fait trembler mes mains. Elle a continué à faire défiler son téléphone, puis s'est arrêtée. Elle a dit qu'elle avait sauvegardé un message vocal de cet appel parce que quelque chose ne lui semblait pas normal à ce moment-là. Elle l'a joué sur haut-parleur. La voix de Dominique est sortie, douce et rassurante. Il a dit qu'il s'assurerait personnellement que je parte à temps. Il a dit « Ces premiers bébés prennent toujours une éternité de toute façon, il n'y a donc pas lieu de paniquer. » Son ton était décontracté et confiant, comme s'il discutait d'une date limite de projet au lieu du travail de ma femme. Je lui ai demandé de m'envoyer ce message vocal. Elle l'a fait immédiatement et je l'ai sauvegardé à 3 endroits différents. Les preuves continuèrent de s'accumuler et je savais que je devais confronter Dominique directement. Il est apparu à l'hôpital vers 11h30 du matin portant des fleurs et une carte disant « Je pense à vous ». Je l'ai vu demander au bureau principal le numéro de chambre de Miranda. Et je l'ai intercepté avant qu'il n'atteigne l'ascenseur. Je lui ai dit que nous devions parler et je l'ai conduit à la cafétéria. Nous avons pris un café et nous nous sommes assis à une table dans un coin. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai joué le message vocal de la sœur de Miranda sans aucune introduction. J'ai regardé son visage tandis que sa propre voix sortait du haut-parleur, parlant de s'assurer que je parte à temps. Son expression a fait un cycle entre la surprise et un calcul rapide, puis il est passé en mode préoccupation corporative lisse. Il a commencé à parler de la pression de l'équipe et des objectifs trimestriels, comme si cela expliquait tout. Je lui ai demandé directement pourquoi il m'avait retardé. Dominique s'est penché en arrière et a dit qu'il protégeait ma position auprès du client. Il a dit que manquer l'accouchement de quelques heures n'aurait pas d'importance à long terme, mais que perdre le comte Thornton aurait endommagé ma carrière de manière permanente. Il le croyait réellement. Il a parlé de la façon dont il pensait à long terme à mon développement professionnel. La logique paternaliste m'a donné envie de renverser la table de la cafétéria. J'ai gardé ma voix stable et j'ai posé des questions sur le trajet jusqu'à l'hôpital. J'ai demandé pourquoi il avait pris de mauvais virages et s'était garé à la place la plus éloignée de l'entrée. Dominique n'a même pas hésité. Il a dit qu'il conduisait lentement et choisissait des itinéraires plus longs parce qu'il pensait sincèrement que j'étais trop ému pour être en sécurité au volant. Il a dit que j'avais besoin de temps pour me calmer avant de voir Miranda. Il était complètement sérieux, assis là avec son café, parlant de la façon dont il avait pris de bonnes décisions de gestion en contrôlant tous les aspects de mon urgence. Il continuait d'utiliser des phrases comme « soutenir l'équipe » et « équilibrer les priorités concurrentes ». La réalisation m'a frappé que Dominique se voyait en fait m'aider. Il n'était pas malveillant. Il croyait vraiment avoir pris les bonnes décisions en me gardant dans cette réunion et en contrôlant mon trajet jusqu'à l'hôpital. Il pensait qu'il protégeait ma carrière et mon état émotionnel. La certitude paternaliste dans sa voix était d'une certaine manière pire que s'il avait été délibérément cruel. Je me suis levé de la table sans dire un mot de plus. J'ai marché directement vers Lucine sans regarder en arrière. Mes mains tremblaient encore de la conversation, mais je devais tout noter tant que c'était frais. J'ai trouvé une salle de consultation familiale vide et j'ai sorti mon téléphone. J'ai commencé à taper chaque mot que Dominique avait dit à la cafétéria. Les phrases exactes sur la protection de ma carrière, sa justification pour la conduite lente, prétextant que j'étais trop émotif, la façon dont il n'arrêtait pas de dire qu'il soutenait l'équipe. J'ai documenté les horodatage de ma mémoire et ajouté des notes sur son langage corporel et son ton, la certitude paternaliste dans sa voix lorsqu'il parlait de prendre de bonnes décisions de gestion. J'ai sauvegardé le document à 3 endroits différents, y compris mon email personnel. Les preuves. Ensuite, j'ai parcouru mon téléphone et pris des captures d'écran de chaque SMS de cette journée. Les contractions de Miranda se rapprochant, ses messages me suppliant de venir. Le silence à 17h23 qui me nouait encore l'estomac. J'ai tout organisé dans un dossier avec des étiquettes claires et des horodatages. J'ai ajouté le message vocal de la sœur de Miranda avec la voix de Dominique promettant de m'y amener à temps. Les journaux d'appel de l'hôpital que Rosa m'avait aidé à obtenir. Le ticket de parking souterrain montrant que j'avais finalement quitté le bureau à 18h47. Je montais un dossier, et je le savais. Mon téléphone a sonné et le nom de Warren est apparu sur l'écran. J'ai répondu et il a demandé si je pouvais venir au bureau pour une conversation formelle concernant mon email. Je lui ai dit que je ne quitterais pas l'hôpital tant que mon fils serait à Lucienne et que ma femme se remettrait d'une chirurgie d'urgence. J'ai suggéré qu'il vienne ici si c'était urgent. Warren a fait une pause d'environ 3 secondes, puis a dit qu'il serait là dans les 2 heures.
Il a demandé s'il y avait un endroit privé où nous pouvions parler. Je lui ai donné les indications pour la zone de consultation familiale près de Lucine et j'ai raccroché. J'ai vérifié l'heure et j'ai réalisé qu'il était à peine midi. Toute la confrontation avec Dominique avait pris moins d'1 heure. Mais cela semblait faire des jours. L'enquête RH Warren est arrivée exactement 1 heure et 47 minutes plus tard, portant un sac d'ordinateur portable et un sous-main jaune. Il portait un costume sans la veste et semblait professionnellement neutre. Nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes assis à la petite table de la salle de consultation. Warren a ouvert son ordinateur portable et a sorti le sous-main avec un stylo. Il a expliqué que mon email avait soulevé de graves préoccupations qui nécessitaient une enquête immédiate. Sa voix était calme et mesurée. Il a dit que l'entreprise prenait les allégations d'ingérence sur le lieu de travail très au sérieux, mais que je devais comprendre que la capacité des RH à prendre des mesures dépendrait de ce que l'enquête révélerait. Il ne faisait aucune promesse, et j'ai apprécié l'honnêteté. Il a demandé si j'étais prêt à lui expliquer ce qui s'était passé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé depuis le début. Je lui ai montré les SMS de Miranda avec les horodatages commençant à 14h14. Je lui ai expliqué comment Dominique m'avait intercepté à l'ascenseur et avait insisté pour que je reste pour la réunion. J'ai expliqué comment la présentation n'arrêtait pas d'être prolongée, Dominique ramenant chaque conversation à des détails qui prolongèrent la discussion. Warren a pris des notes sans réaction visible. Son stylo se déplaçait régulièrement sur le sous-main, remplissant page après page. Je lui ai montré les journaux d'appel de l'hôpital avec les 3 appels de mon numéro de bureau demandant des nouvelles de Miranda et si je devais être présent pour les décisions d'urgence. Le stylo de Warren a fait une pause d'1 seconde sur ce détail, puis il a continué à écrire. Je lui ai fait écouter le message vocal de la sœur de Miranda avec la voix de Dominique promettant de m'y amener à temps. Je lui ai montré mon ticket de parking souterrain, prouvant que je n'étais parti qu'à 18h47. Je lui ai parlé du trajet jusqu'à l'hôpital avec tous les mauvais virages et les retards. Warren a posé des questions spécifiques sur chaque preuve. Il voulait les heures exactes des appels téléphoniques. Il a demandé des témoins qui pourraient vérifier la chronologie de la réunion. Il voulait savoir si quelqu'un d'autre avait entendu les déclarations de Dominique à la cafétéria. Je lui ai donné les noms des membres de l'équipe qui étaient dans la salle de conférence. J'ai mentionné que le client lui-même avait essayé de mettre fin à la réunion plus tôt. Warren a noté chaque nom et a demandé les coordonnées, levier et réalité. Warren a fermé son ordinateur portable et a posé son stylo. Il a expliqué que le processus d'enquête impliquerait d'interviewer Dominique et toutes les personnes que j'avais mentionnées comme témoins. Il a dit que je devrais m'attendre à ce que cela prenne au moins 1 semaine, peut-être plus, selon les horaires. Il a été clair que les résultats pourraient inclure un encadrement pour Dominique, une réaffectation ou une discipline formelle. Mais il a également dit que le licenciement était peu probable, étant donné les 15 ans d'ancienneté de Dominique dans l'entreprise et l'absence de violation explicite des politiques. Il n'y avait pas de règle stipulant qu'un responsable ne pouvait pas demander à un employé de rester en réunion. Aucune politique concernant le temps que quelqu'un pouvait prendre pour se rendre à l'hôpital. Le ton de Warren est resté neutre, mais je pouvais entendre ce qu'il ne disait pas. L'entreprise se protégerait d'abord. Cette évaluation réaliste m'a donné un coup de poing dans la poitrine. J'ai demandé à quoi servait l'enquête si rien ne changeait vraiment. Warren m'a regardé directement et a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a mentionné que mon manque de dépôt de formulaire FMLA signifiait que l'entreprise avait une exposition significative à la responsabilité si elle exerçait des représailles contre moi pour ma plainte. Les mots sont restés en suspens entre nous. Ce n'était pas la justice, mais c'était un levier. Warren a expliqué que toute action négative contre moi maintenant ressemblerait à des représailles et exposerait l'entreprise à des réclamations légales. Il l'a dit de manière informelle, mais voulait clairement que je comprenne ma position. Je l'ai remercié et il a rangé son ordinateur portable, a dit qu'il me tiendrait au courant de l'évolution de l'enquête et que je devais me concentrer sur ma famille. Nous nous sommes serrés la main à nouveau et il est parti. Une nouvelle urgence. Je suis allé voir Miranda et j'ai trouvé sa chambre vide. Une infirmière au poste m'a dit qu'elle avait été transférée dans une unité de surveillance. Mon cœur s'est noué. L'infirmière a expliqué que la tension artérielle de Miranda avait augmenté et qu'elle présentait des signes de pré-éclampsie qui ne s'étaient pas résolus après l'accouchement. Ils devaient la garder sous observation pendant au moins 24 heures.
J'ai demandé si je pouvais la voir et l'infirmière m'a donné le nouveau numéro de chambre. J'ai marché 2 étages plus bas, ayant l'impression que le sol continuait de bouger sous mes pieds. J'ai trouvé la nouvelle chambre de Miranda et j'ai frappé doucement avant d'entrer. Elle était branchée à des moniteurs avec un tensiomètre se gonflant automatiquement toutes les 15 minutes. Son visage avait l'air fatigué et effrayé. Un médecin examinait son dossier et a expliqué qu'il gérait sa tension artérielle avec des médicaments et surveillait toute complication. Il a dit qu'elle ne pouvait pas quitter l'unité de surveillance tant que ses chiffres n'étaient pas stables, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait toujours pas venir à l'USIN pour voir Grayson, le fossé. J'ai passé le reste de la journée à faire des allers-retours entre la chambre de Miranda et Lucine, marchant dans les mêmes couloirs d'hôpital encore et encore, jusqu'à ce que je connaisse l'itinéraire par cœur. Je me suis assis avec Miranda pendant ses contrôles de tension artérielle et ses prises de médicaments. Je suis allé à Lucine pendant les heures de soins de Grayson pour le tenir et parler aux infirmières de ses progrès. Je me sentais divisé en deux, tiraillé entre le soutien à ma femme et la création de liens avec mon fils. Miranda me parlait à peine. Elle répondait aux questions par oui ou par non. Elle n'établissait pas de contact visuel. Elle gardait son visage tourné vers la fenêtre. J'ai essayé de lui demander comment elle se sentait et j'ai obtenu des réponses d'un seul mot. Bien. Fatigué. Ça va. La distance entre nous semblait être des kilomètres, même si nous étions assis à 1 mètre de distance. Je ne savais pas comment combler le fossé que mon absence avait créé. Chaque fois que j'essayais de lui parler de Dominique ou de l'enquête, elle se contentait de hocher la tête sans répondre. J'ai finalement cessé d'essayer et je me suis contenté de rester assis en silence. Le besoin de rédemption. Cette nuit-là, je me suis assis dans la zone familiale de Lucine avec mon ordinateur portable et j'ai écrit une lettre à Miranda, pas un email ou un SMS, mais une vraie lettre que je pouvais imprimer et lui donner. Je me suis excusé d'avoir choisi de rester à la réunion, même après que ces SMS soient devenus urgents. Je n'ai pas cherché d'excuses concernant Dominique, la pression du client ou les bonus trimestriels. J'ai juste reconnu que j'avais fait le mauvais choix, que mon absence pendant son urgence était ma faute, peu importe qui d'autre avait contribué au retard. J'ai écrit que j'aurais dû partir dès que ses contractions étaient à 5 minutes d'intervalle. J'aurais dû dire à Dominique et aux clients que rien n'était plus important que d'être là pour elle. J'ai admis que j'avais priorisé le travail par rapport à sa sécurité et qu'elle avait tout à fait le droit d'être en colère. J'ai dit que je ne pouvais pas revenir en arrière pour la naissance de Grayson, mais je pouvais promettre de me présenter pour chaque moment après. J'ai imprimé la lettre au centre d'affaires de l'hôpital et l'ai pliée dans une enveloppe. J'ai apporté la lettre dans la chambre de Miranda le lendemain matin, mais elle dormait. Je l'ai laissée sur sa table de chevet et je suis allé m'asseoir avec Grayson. Je l'ai tenu contre ma poitrine et j'ai senti son minuscule battement de cœur à travers la fine blouse d'hôpital. Une infirmière m'a montré comment changer sa couche malgré tous les fils de surveillance. Comment bien soutenir sa tête. Son poids dans mes mains était terrifiant et parfait. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Miranda. Juste une phrase. Je ne suis pas encore prête à en parler, mais je l'ai lu. J'ai fixé le message pendant un long moment. Ce n'était pas un pardon, mais ce n'était pas non plus un rejet. Elle avait lu mes mots et les avait reconnus. C'était plus que ce que je méritais en ce moment. J'ai répondu par un simple « d'accord » et j'ai rangé mon téléphone. Je me suis concentré sur Grayson et le bip régulier de ses moniteurs. C'était une petite ouverture et j'allais la saisir. Les conséquences financières et la menace 3 jours plus tard. Les chiffres des bonus ont été affichés sur le portail de l'entreprise. J'ai vérifié mon téléphone pendant une séance d'alimentation à Lucienne et j'ai regardé les chiffres se charger. Le bonus de notre équipe a été réduit de 40% à cause de toutes les conditions contractuelles que j'avais cédées pour accélérer la signature Thornton. Mon bonus personnel a pratiquement disparu. L'argent sur lequel je comptais pour le congé parental s'est tout simplement évaporé. J'ai fixé l'écran, calculant combien de semaines de congés non payés je pouvais réellement me permettre maintenant. Les calculs ne fonctionnaient plus. Je devrais reprendre le travail plus tôt que prévu ou épuiser complètement notre fonds d'urgence. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages des membres de l'équipe. Certains étaient compréhensifs. Certains étaient clairement en colère. J'ai ignoré la plupart d'entre eux et me suis concentré sur le programme d'alimentation de Grayson. Mais un message était suffisamment direct pour que je ne puisse pas le laisser passer.
Quelqu'un a demandé si je savais que les concessions allaient défaire chuter le bonus avant que je ne les accepte. J'ai répondu la vérité. J'ai cédé de la marge pour conclure plus rapidement parce que ma femme était en train d'accoucher et que mon responsable ne me laissait pas partir. Si quelqu'un a des plaintes, il peut les adresser à Dominique. J'ai cliqué sur Envoyer et j'ai posé mon téléphone face contre terre sur le fauteuil inclinable de Lucienne. En moins d'une heure, Dominique m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Il a commencé par une tentative de contrôle des dégâts. Il a dit que je ne pensais pas clairement à cause du stress. Il a proposé de dire à l'équipe que les concessions contractuelles étaient sa décision stratégique. Cela protégerait ma réputation, mais lui permettrait de contrôler toute l'histoire. Je pouvais entendre le calcul dans sa voix. Il voulait ressembler au responsable héros qui endossait la responsabilité pour son employé. J'ai immédiatement refusé. Je lui ai dit que j'en avais fini avec toute conversation qui ne passerait pas par les RH ou les voies légales. La ligne est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis son ton a changé. Il m'a averti que rendre cela conflictuel pourrait impacter ma carrière. Il a formulé cela comme un conseil amical, mais j'ai reconnu une menace. J'ai mis fin à l'appel sans répondre et j'ai bloqué son numéro. Mes mains tremblaient lorsque j'ai posé le téléphone. Protection et petite victoire. Un email de Warren est apparu cet après-midi-là. Il demandait la permission d'interviewer l'équipe Thornton concernant le calendrier de la réunion et le comportement de Dominique. J'ai accepté immédiatement et je lui ai envoyé les coordonnées. J'ai joint le message vocal où Wolf mentionnait que Dominique avait demandé un temps de discussion prolongé. Warren a répondu par un simple merci et a dit qu'il me tiendrait au courant. Le lendemain matin, Rosa m'a trouvé à Lucine pendant les rondes. Elle avait de bonnes nouvelles pour une fois. Les niveaux d'oxygène de Grayson s'étaient suffisamment améliorés pour que l'équipe réduise la pression de son support respiratoire. Elle a expliqué que c'était la première vraie étape vers sa respiration autonome. Si les progrès continuaient, il pourrait rentrer à la maison dans 10 jours au lieu de 2 semaines. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Une chose allait enfin dans la bonne direction. Le contact. Cet après-midi-là, une infirmière m'a aidé à me préparer pour le contact peau à peau. Je me suis assis torse nu dans le fauteuil inclinable de Lucine pendant qu'elle déplaçait délicatement Grayson de sa couveuse à ma poitrine. Il était si petit et chaud contre ma peau. Tous les fils de surveillance drapés autour de nous, son minuscule battement de cœur tapotait contre mes côtes. Pour la première fois depuis l'accouchement, j'ai eu l'impression d'être réellement son père au lieu d'un simple visiteur regardant à travers des murs en plastique. Je suis resté assis là pendant 1 heure, bougeant à peine, respirant juste avec lui et sentant son poids. Une nouvelle perspective. Lors d'un quart d'alimentation à 2 heures du matin quelques jours plus tard, une autre mère a commencé à me parler. Son nom était Cara. Elle nourrissait sa fille dans la couveuse à côté de celle de Grayson. Elle a demandé comment je tenais le coup. Et je lui ai donné la réponse standard de parents fatigués. « Bien, je gère. » Elle a hoché la tête comme si elle comprenait plus que ce que je disais. Puis elle m'a dit qu'elle avait aussi manqué l'accouchement de sa fille, accident de voiture en se rendant à l'hôpital. La culpabilité avait failli détruire son mariage jusqu'à ce que son thérapeute l'aide à démêler ce qu'elle pouvait contrôler de ce qu'elle ne pouvait pas. Ces mots ont eu un impact différent des réconforts de la famille ou du personnel médical. Elle n'essayait pas de me faire sentir mieux. Elle partageait juste ce qui l'avait aidé à survivre à la même culpabilité. Elle a expliqué que manquer l'accouchement n'était pas la même chose que choisir de le manquer, que l'interférence de Dominique était différente de mon choix de rester à la réunion. Les deux étaient réels, mais ils n'étaient pas la même chose. Je devais assumer mon choix sans prendre en charge la manipulation de Dominique. Cette perspective n'a pas effacé ma culpabilité, mais elle m'a donné un meilleur langage pour y penser. Résolution et reconstruction. Warren m'a appelé le lendemain matin avec une mise à jour. Il retirait Dominique de mon poste de superviseur direct immédiatement. Le changement était effectif immédiatement pendant que l'enquête se poursuivait. Je rendrai compte à Warren temporairement. Toute demande concernant mon temps ou ma présence devait désormais passer par l'approbation des RH. Ce n'était pas une résolution finale, mais c'était une vraie protection. Je l'ai remercié et j'ai demandé ce qui allait se passer ensuite. Il a dit que l'enquête prendrait encore 1 semaine ou 2. Cet après-midi-là, Dominique m'a laissé un message vocal. J'ai vu son nom sur l'écran et j'ai failli le supprimer sans l'écouter, mais j'avais besoin de savoir ce qu'il dirait.
Sa voix était colérique. Il m'a accusé d'utiliser une situation personnelle comme une arme. Il a dit que j'endommageais sa réputation à cause de décisions commerciales standards. Il a prétendu que j'étais injuste et émotif. Son incapacité totale à comprendre ce qu'il avait fait de mal a juste confirmé que j'avais fait le bon choix en le signalant. Il se voyait toujours comme la victime. Il pensait toujours que ses décisions étaient raisonnables. J'ai sauvegardé le message vocal et l'ai transmis à Warren. Puis je suis retourné à Lucine et j'ai tenu mon fils. Faire face à la réalité. Cette nuit-là, je me suis assis dans le salon familial de l'hôpital avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper une lettre de démission. Les mots sont venus vite et avec colère. J'ai écrit sur les mensonges de Dominique et les retards délibérés et sur la façon dont l'entreprise valorisait un contrat au détriment de ma famille. J'ai détaillé chaque appel téléphonique à l'hôpital et chaque mauvais virage dans le parking souterrain. La lettre était de 3 pages de rage lorsque j'ai eu terminé. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Envoyer » pendant 1 minute entière. Puis, je l'ai sauvegardé dans mon dossier de brouillon à la place. J'avais besoin de la protection FMLA d'abord. J'avais besoin d'un plan pour l'assurance maladie. Je devais être intelligent à ce sujet, pas seulement en colère. Miranda a été transférée dans une chambre de récupération ordinaire le lendemain matin et je suis allé la voir pendant les heures de visite. Elle était assise dans son lit, l'air fatigué et pâle. J'ai rapproché une chaise et je lui ai dit que je voulais parler si elle était prête. Elle a hoché la tête mais ne m'a pas regardé. J'ai dit que je ne demandais pas pardon pour l'instant car je ne l'avais pas mérité. Je lui ai dit que je voulais faire tout le travail nécessaire pour reconstruire sa confiance. Les mots semblaient petits et inutiles, mais je les pensais. Miranda est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit qu'elle ne savait pas si elle pouvait me pardonner, mais qu'elle était prête à essayer la thérapie une fois rentrée à la maison. Sa voix était monocorde, comme si elle lisait un scénario. Je l'ai remerciée, et elle m'a finalement regardé. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Puis j'ai demandé si elle voulait parler de ce qui s'était passé pendant l'accouchement. Elle a secoué la tête et a dit pas encore. J'ai respecté cela et j'ai changé de sujet pour parler des progrès de Grayson. Une nouvelle voix. Avant de partir, nous avons convenu de commencer la thérapie de couple dès qu'elle serait médicalement autorisée. Miranda a dit qu'elle avait besoin d'aide pour traiter le traumatisme de l'accouchement d'urgence et de mon absence. J'ai convenu que nous avions besoin d'un soutien professionnel pour traverser cela sans détruire notre mariage. Elle a sorti le site web d'un thérapeute sur son téléphone et m'a montré quelqu'un qui travaillait avec des couples postpartum. J'ai dit que je l'appellerais demain pour prendre un rendez-vous d'admission. Nous avons convenu de séances hebdomadaires et j'ai mis tous les jeudis à 18h dans mon calendrier pour les 3 prochains mois. Faire les comptes. Le bonus réduit a été versé sur mon compte bancaire 3 jours plus tard. J'ai fixé le chiffre sur l'écran de mon téléphone et je me suis senti malade. C'était 40% de moins que ce que j'avais budgétisé. Tout mon plan de congé parental dépendait de cet argent. Je suis allé dans la chambre de Miranda et je lui ai montré le solde du compte. Elle a regardé les chiffres, puis a sorti son propre téléphone. Nous avons passé 1 heure à travailler sur notre budget ensemble. Nous avons coupé nos dépenses d'épicerie, annulé des services d'abonnement, réduit le budget de la garderie. Miranda a suggéré que je prenne 8 semaines de congé au lieu de 12 pour que les finances fonctionnent. J'ai détesté l'idée de reprendre plus tôt, mais les chiffres ne m'entament pas. Nous avons révisé la feuille de calcul 3 fois avant de trouver une version qui fonctionnait. Un changement de politique Warren m'a envoyé un email le lendemain matin me demandant si je serais prêt à participer à l'élaboration d'un nouveau protocole d'urgence familiale pour l'entreprise. Il a expliqué que ma situation avait révélé des lacunes dans les politiques existantes concernant les choix des responsables lors des problèmes personnels des employés. La direction voulait prévenir des situations similaires à l'avenir. J'ai accepté d'aider et Warren a planifié un appel vidéo pour la semaine suivante. Il a dit qu'ils envisagèrent des blocs de non-réunion obligatoires lorsqu'une partenaire d'employés était en travail actif. Également, un démarrage FMLA automatique à 37 semaines de grossesse. Des limites claires sur l'autorité des responsables lors des urgences médicales familiales. J'ai dit à Warren que je rassemblerais quelques idées et les lui enverrais avant la réunion. Le support client. J'avais une réunion à distance prévue avec l'équipe du compte Thornton pour fixer les attentes concernant ma disponibilité au cours des 2 prochains mois.
J'ai appelé depuis le salon familial de l'hôpital, mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. Wolf était à l'appel avec 2 autres membres de l'équipe. J'ai expliqué que je serais en congé familial et que j'aurais une disponibilité limitée pour les problèmes urgents uniquement. Wolf m'a interrompu avant que je ne puisse finir. Il a dit qu'il avait 3 enfants et qu'il se souvenait de l'expérience de Lucine. Il a dit à son équipe qu'il travaillerait avec un horaire de contact réduit sans aucun problème. Les autres membres de l'équipe ont accepté immédiatement. Wolf a demandé comment allait Grayson et a semblé se soucier de la réponse. L'appel s'est terminé 15 minutes plus tôt et j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Progrès et réconciliation. Grayson est passé du CPAP à une canule nasale avec un faible débit d'oxygène. Au 7e jour, l'infirmière a retiré le masque encombrant et j'ai enfin pu voir tout son visage. Il avait le nez de Miranda et mon menton. Ses yeux étaient fermés, mais sa minuscule poitrine montait et descendait régulièrement. Rosa est venue me chercher et a dit que Miranda avait été médicalement autorisée à visiter Lucien. J'ai marché avec Miranda dans le couloir et je l'ai regardée se frotter les mains à l'évier avec des doigts tremblants. Quand elle a vu Grayson pour la première fois, elle s'est mise à pleurer. Rosa l'a aidée à s'installer dans le fauteuil inclinable et lui a montré comment le tenir avec tous les fils et les tubes. Miranda a bercé notre fils contre sa poitrine et a sangloté. Je suis resté là à la regarder tenir Grayson et j'ai réalisé à quel point elle portait de douleur d'avoir fait face seule à l'urgence de l'accouchement. Les conclusions de l'enquête Warren m'a appelé 2 jours plus tard pour planifier une réunion concernant les conclusions de l'enquête. Nous nous sommes rencontrés dans une petite salle de conférence à l'hôpital. Warren avait un dossier plein de papiers et une expression sérieuse. Il a expliqué que l'enquête avait prouvé que Dominique avait pris de mauvaises décisions pour me garder au travail pendant une urgence médicale familiale. Dominique recevait un avertissement écrit formel et une formation en gestion obligatoire. Il était également retiré de tout rôle de supervision sur moi. Je rendrais compte à Warren en permanence. Le résultat semblait petit comparé à ce que Dominique avait fait. Un avertissement écrit semblait n'être rien. Warren a dû voir mon visage car il a expliqué les problèmes juridiques de l'entreprise s'il licenciait un employé senior sans rupture de politique claire. Il a été honnête en disant que c'était le résultat maximum possible selon les politiques actuelles. C'est pourquoi ils changèrent les règles. J'ai compris la réalité juridique, mais cela me semblait toujours faux. L'entreprise m'accordait 8 semaines de congé protégé FMLA à compter de la date de l'accouchement, plus des options de travail flexibles à domicile à mon retour. Warren m'a remis les documents à signer. C'était une vraie victoire, même si cela ne réparait pas les dégâts plus profonds. La protection signifiait que je pouvais me concentrer sur ma famille sans crainte que Dominique ne se venge. J'ai signé les formulaires et j'ai remercié Warren d'avoir pris ma plainte au sérieux. Il a dit que l'entreprise aurait dû avoir de meilleures politiques en place depuis le début. Rentrer à la maison. Sans bébé Miranda a reçu son congé 5 jours après l'accouchement avec un tensiomètre et une pochette d'instructions pour surveiller ses niveaux 2 fois par jour. L'infirmière a passé en revue les signes avant-coureurs de complications post-partum pendant que Miranda hochait la tête sans me regarder. Nous avons signé les papiers de sortie ensemble, puis nous avons marché jusqu'à l'usine pour passer du temps avec Grayson avant qu'elle ne rentre à la maison sans lui. Être assis sur des chaises à côté de sa couveuse donnait l'impression d'être sur des côtés opposés d'un canyon, même si nos épaules se touchèrent presque. Elle regardait les moniteurs et je la regardais, et aucun de nous ne savait comment combler l'espace entre nous. Rosa nous a trouvés là 1 heure plus tard et a commencé à passer en revue la liste de contrôle pour la sortie de Grayson. L'équipement d'oxygène à domicile serait livré 2 jours avant qu'il ne rentre à la maison afin que nous puissions apprendre à l'utiliser. Contrôle de poids tous les 3 jours au bureau du pédiatre pendant les 2 premières semaines. Rendez-vous de suivi avec un pneumologue pédiatrique dans 4 semaines pour évaluer le développement pulmonaire. Rosa a sorti des diagrammes de la configuration de la canule nasale et du concentrateur d'oxygène portable que nous devrions emporter partout avec Grayson. Elle nous a montré comment vérifier les tuyaux pour les nœuds et ce que signifiaient les alarmes sonores. Miranda a pris des notes sur tout pendant que j'essayais de mémoriser les étapes. La complexité de garder un prématuré en vie à la maison semblait accablante, mais Rosa nous a guidés à travers chaque élément avec un calme clair jusqu'à ce que cela commence à sembler possible au lieu de terrifiant. Le bilan. J'ai planifié notre premier rendez-vous d'admission en thérapie de couple cet après-midi-là en utilisant une recommandation de l'assistante sociale de l'hôpital.
La thérapeute était spécialisée dans la réparation des relations post-partum et le traitement des traumatismes. Son prochain créneau était 2 semaines après la date de sortie prévue de Grayson. J'ai réservé et j'ai appelé Miranda pour confirmer qu'elle viendrait. Elle a dit oui d'une voix monocorde qui m'a dit qu'elle le faisait parce que c'était nécessaire, pas parce qu'elle m'avait pardonné. Cette nuit-là, dans la zone familiale de l'hôpital, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout écrire. La chronologie complète depuis le premier appel de Miranda à 14h14 jusqu'à mon arrivée à l'hôpital à 19h19. Chaque choix que j'ai fait et chaque choix que Dominique a fait, les termes du contrat que j'ai accepté et ce qu'ils ont coûté à l'équipe. Le moment où j'ai réalisé que j'avais valorisé un accord commercial au détriment d'être présent pour l'urgence de ma femme. J'ai écrit sur l'étrange clarté qui est venue du réordonnancement forcé de mes priorités. Comment manquer la naissance de Grayson m'a montré exactement à quel point j'avais échoué auprès de ma famille. J'ai intitulé le document « La meilleure chose qui me soit jamais arrivée » parce que c'était le cas. Même si cela ressemblait à la pire chose pendant que cela se produisait, la prise de conscience qui est venue de cette journée était la seule chose qui pouvait nous sauver. Sans cela, j'aurais continué à faire les mêmes choix et j'aurais lentement détruit mon mariage à travers un millier de petites absences. J'ai sauvegardé le document et j'en ai envoyé une copie à mon email personnel au cas où j'aurais besoin de me souvenir de ce que le fond du gouffre ressentait. L'avenir. J'ai rédigé une proposition pour le nouveau protocole d'urgence familiale au cours des 2 jours suivants entre les visites à l'usine. Bloc de non-réunion obligatoire lorsqu'une partenaire d'employé était en travail actif. Initiation automatique de la FMLA à 37 semaines de grossesse au lieu d'attendre que l'employé dépose. Limite claire sur l'autorité des responsables pendant les crises médicales familiales avec des procédures d'escalade qui contournaient le superviseur direct si nécessaire. J'ai inclus un langage spécifique sur ce qui constituait une urgence et ce qui ne l'était pas et des conséquences pour les responsables qui interféreraient avec les employés partant pour des situations familiales légitimes. Warren a examiné mon brouillon lors d'un appel vidéo et a dit qu'il intégrerait la plupart de mes suggestions dans la révision de la politique. Certains détails nécessitaient un examen juridique, mais le cadre de base correspondait à ce que la direction voulait mettre en œuvre. Il m'a remercié d'avoir transformé mon expérience en quelque chose qui pourrait protéger d'autres employés et a dit que la politique porterait mon nom en interne, même s'il ne pouvait pas le faire officiellement. Un colis est arrivé à l'hôpital le 12e jour avec un panier cadeau de félicitations de l'équipe du comte Thornton, des chocolats fantaisie et un ours en peluche et une carte signée par tous ceux qui avaient été dans cette salle de conférence. Joaquin Wolf avait inclus une note séparée sur son papier à lettres personnelles, disant qu'il appréciait mon honnêteté concernant mon besoin de temps en famille et que cela avait en fait augmenté son respect pour moi en tant que partenaire commercial. Il a confirmé qu'ils étaient à l'aise avec ma disponibilité réduite jusqu'à la fin du trimestre et qu'ils avaient hâte de travailler ensemble lorsque je serais prêt à m'engager pleinement à nouveau. La note me faisait me sentir un peu moins comme si j'avais détruit ma carrière avec tout le reste. Le retour à la maison Grayson est rentré à la maison le 14e jour avec une petite bouteille d'oxygène et un nid d'équipement de surveillance qui a occupé la moitié de notre chambre. La première nuit fut le chaos complet. Les alarmes se déclenchant chaque fois qu'il bougeait mal et débranchait un fil. Des difficultés d'alimentation où il prenait 30 ml puis s'endormait épuisé par l'effort. Miranda et moi nous relayant pour dormir par tranche de 2 heures pendant que l'autre surveillait les moniteurs. Je suis resté présent à travers tout cela sans consulter mon email professionnel une seule fois. Je n'ai pas regardé mon téléphone, sauf pour régler des minuteries pour les tétés. Je n'ai pas pensé au compte Thornton, aux examens trimestriels ou à quoi que ce soit d'autre que de garder Grayson respirant, nourri et au chaud. Miranda l'a remarqué vers 3h du matin lors d'une tétée particulièrement difficile où Grayson n'arrêtait pas de s'endormir à mi-biberon. Elle m'a regardé le tenir et essayé de le garder éveillé et elle a souri. C'était un sourire petit et fatigué. Mais il était sincère, le premier vrai sourire que j'avais vu d'elle depuis l'accouchement. Ce sourire ressemblait à une plus grande réussite que n'importe quel contrat que j'avais jamais conclu. Le chemin vers la guérison. J'ai commencé à passer des entretiens pour un mouvement latéral 2 semaines après avoir ramené Grayson à la maison. Une division différente au sein de l'entreprise, au même niveau, mais rendant compte à une responsable réputée pour l'équilibre travail-vie personnelle et les politiques de soutien familial. Je ne fuyais pas les conséquences.
Mais je ne restais pas non plus dans une structure hiérarchique qui avait été définitivement endommagée par l'interférence de Dominique. La nouvelle responsable s'appelait Janet, et elle avait 3 enfants et une politique de pas d'email après 18 heures. Au cours de notre première conversation, j'ai été honnête sur tout ce qui s'était passé et pourquoi je voulais être transféré. Elle a dit qu'elle me respectait pour avoir signalé le problème au lieu de simplement partir et que son équipe bénéficierait de quelqu'un qui avait appris ses leçons à la dure. Nous avons planifié un deuxième entretien pour la semaine suivante. 3 semaines après avoir ramené Grayson à la maison, Miranda et moi avons eu un moment de calme lors d'une tétée à 3h du matin. Je tenais Grayson et elle préparait le biberon suivant quand elle s'est arrêtée et m'a regardé. Elle a dit qu'elle commençait à me pardonner. Pas encore complètement, mais qu'elle y arrivait. Elle a dit que me regarder me présenter complètement pour les parties difficiles de la parentalité reconstruisait lentement sa confiance et qu'elle croyait que j'avais appris ce qui comptait vraiment. Je lui ai dit que j'avais manqué la naissance de Grayson, mais je n'avais pas manqué le début d'être son père et que je passerais le reste de ma vie à prouver que ma famille passait en premier. Elle est venue s'asseoir à côté de moi sur le canapé et a posé sa tête sur mon épaule pendant que Grayson terminait son biberon. Nous sommes restés assis là ensemble dans la pénombre de la chambre d'enfant, épuisés et en voie de guérison, écoutant le concentrateur d'oxygène bourdonner et regardant notre fils respirer. J'ai senti que nous pourrions en fait traverser cela et en sortir plus fort qu'avant. Le chemin à parcourir était encore long et il y aurait d'autres conversations difficiles, d'autres séances de thérapie et d'autres moments où la douleur referait surface, mais nous allions dans la bonne direction. C'était suffisant pour l'instant.